Une jeune marine est assise seule dans une salle d'audience militaire, entourée d'officiers supérieurs qui la regardent comme si elle n'avait pas sa place. Le général qui préside son audience se penche en avant avec un sourire narquois et pose une question destinée à l'humilier devant tout le monde. Quel est votre nombre de tués? La salle se tait, attendant qu'elle craque, mais quand elle répond enfin, sa réponse ne se contente pas de choquer la salle. Elle l'arrête net. De quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Si vous appréciez les histoires de force tranquille et de sacrifices cachés, envisagez de vous abonner, car ce qui se passe ensuite va réécrire tout ce que vous pensez savoir sur le respect, l'autorité et les guerriers que personne n'est autorisé à se rappeler. Les lumières fluorescentes bourdonnent au-dessus de leur tête, dans une pièce sans fenêtre, profondément enfouie dans la base navale de Norfolk. Les murs sont d'un gris marine, stérile et froid, conçu pour rappeler à quiconque entre ici qu'il s'agit d'un lieu de jugement. 3 caméras montées dans les coins enregistrent en silence, leurs lumières rouges clignotant en rythme régulier. Au centre de la pièce se trouve une unique table en métal, et derrière elle, seul, est assise le sergent-chef Brinsolas. Son uniforme est impeccable. Sa posture est droite, mais pas rigide. Ses mains reposent à plat sur la surface de la table, les doigts écartés uniformément. Elle ne s'agite pas, elle ne regarde pas autour d'elle. Son visage est calme, impénétrable, comme quelqu'un qui a appris à disparaître tout en restant parfaitement visible. Autour d'elle, disposés en forme de fer à cheval, 23 officiers supérieurs occupent les sièges en gradin, des amiraux de la Navy en blanc impeccable, des colonels des Marines avec des rangées de rubans couvrant leur poitrine, des avocats du JAG feuilletant d'épais dossiers marqués de tampons rouges, classifiés. Certains s'adossent à leurs chaises, les bras croisés, d'autres murmurent entre eux, leurs voix basses traversant la pièce comme des parasites. Quelques-uns jettent un regard à Bryn, avec des expressions allant de l'ennui à un mépris à peine voilé. La pièce ressemble moins à une audience qu'à un piège. Au bout de la salle, élevé derrière un imposant banc en chêne, est assis le lieutenant-général Merrick Caldwell. Il a 58 ans, une légende des Marines avec 3 rangées de rubans et des cheveux argentés peignés en arrière, dans un style qui n'a pas changé depuis des décennies. Son visage semble taillé dans le granit, avec des angles vifs et des lignes dures qui paraissent incapables de s'adoucir. Quand il parle, les gens écoutent. Quand il donne un ordre, les gens obéissent. Il irradie l'autorité comme la chaleur d'un fourneau. Et en ce moment, cette autorité est entièrement concentrée sur la femme assise seule en dessous de lui. Les accusations contre Bryn sont vagues. Conduite indigne. Insubordination. Non-respect des protocoles opérationnels. Les mots sont bureaucratiques et informes, conçus pour signifier tout et rien à la fois. La procédure est en cours depuis 40 minutes, mais Bryn n'a répondu qu'à des questions procédurales. Non. Grade. Unité. Elle répond à chacune d'une voix neutre et plate qui ne révèle rien. Sergent-chef Brinsolas, 3e force expéditionnaire des Marines. Reconnaissance avancée. Sa voix est stable, contrôlée, comme quelqu'un qui lit des coordonnées à la radio. Caldwell feuillette son dossier sans la regarder. Les pages tournent lentement, délibérément. Chaque mouvement est une performance pour la salle. Il s'arrête sur une page, sa mâchoire se contractant tandis qu'il lit quelque chose qui l'irrite clairement. Puis il ferme le dossier d'un coup sec, le bruit résonnant contre les murs comme un coup de marteau de juge. Il ne la regarde pas, seulement le papier, seulement les mots sur une page qui lui disent tout ce qu'il pense avoir besoin de savoir. Il se penche en avant, les coudes sur le banc, les doigts enclochés, sa voix est calme, mais teintée de condescendance. Marine, votre dossier est incohérent. 3 commandations, 2 réprimandes formelles, de multiples déploiements opérationnels, mais presque aucun rapport de mission joint à votre veste. Comment l'expliquez-vous? La question flotte dans l'air, lourde et accusatrice. Bryn n'hésite pas. Je ne l'explique pas. Monsieur, les yeux de Caldwell se plissent. Vous ne l'expliquez pas? Non, monsieur. La salle bouge. Les officiers échangent des regards. Quelqu'un tousse. L'atmosphère s'épaissit. Caldwell se lève maintenant lentement, laissant le poids de son grade emplir l'espace. Il contourne le banc et descend les marches, réduisant la distance entre lui et la table où Bryn est assise. Vous avez été déployé en mer de Chine méridionale en 2023. Souhaitez-vous élaborer? Non, monsieur.
Golfe Persique en 2024. Non, monsieur. Il s'arrête à quelques pas de sa table, les bras croisés, la dominant comme une statue de jugement. Pensez-vous que le silence vous rend mystérieuse? Marine. Ou simplement difficile? Bryn ne réagit pas. Son expression ne change pas. Ses mains restent à plat sur la table. Elle ne cligne pas des yeux. Caldwell commence à faire les 100 pas, sa voix montant à chaque mot. Vous savez ce que je pense, Solus. Je pense que vous avez navigué à vue, en vous cachant derrière des classifications, en utilisant la bureaucratie comme bouclier pour que personne ne puisse demander ce que vous avez réellement fait pendant vos déploiements. Il s'arrête juste devant sa table, se penchant pour que son visage soit au niveau du sien. J'ai vu des Marines comme vous auparavant. Tout en mystique, sans substance. Vous obtenez une mission chanceuse, vous en tirez parti pendant des années, et vous espérez que personne ne creuse trop profondément. Ces mots sont des poignards, aiguisés et intentionnels, conçus pour blesser. Plusieurs officiers hochent la tête en accord. L'un note quelque chose sur un bloc-notes. Un autre se penche et murmure à son voisin. Qui ricane? La mâchoire de Bryn se serre. C'est subtil, à peine visible, mais c'est là, un éclat de tension qui trahit l'extérieur calme. Ses jointures pressent plus fort contre la table. Sa respiration ralentit, mais elle ne dit rien. Caldwell se redresse, se tournant maintenant vers le panel, sa voix théâtrale et confiante. « Vous voulez rester assise là en silence? Très bien, mais ce panel fera sa recommandation en fonction de ce que je vois. Et ce que je vois, c'est quelqu'un qui n'a pas sa place dans le corps des Marines. » Les mots tombent comme un verdict. La salle semble plus petite, plus chaude. Les yeux de Bryn restent fixés sur un point juste au-delà de l'épaule de Caldwell, fixant le vide, voyant tout. Au dernier rang, presque invisible parmi la mer d'uniforme, est assis un homme qui est resté silencieux pendant toute l'audience. Le contre-amiral Idris Cale, début de la cinquantaine, barbe poivre et sel, yeux d'acier. Il n'a pas parlé une fois, n'a pas bougé, mais maintenant, alors que Caldwell livre son monologue, Cale remue sur son siège, il ouvre un mince dossier sur ses genoux, du genre réservé aux informations trop sensibles pour circuler largement. Il lit quelque chose. Son expression change. C'est subtil mais clair. Sa mâchoire se serre. Sa main agrippe la coudoir. Il ferme le dossier lentement, délibérément, et le pose sur ses genoux. Ses yeux se verrouillent sur Bryn. Il ne détourne pas le regard. Caldwell appelle à une pause. 15 minutes. La salle se vide dans une vague de bruit et de mouvement. Les officiers se rassemblent en groupe dehors, leur voix filtrant par la porte ouverte. 3 ans en déploiement avancé, et pas un seul rapport d'après-action. Ce n'est pas de la classification, c'est une dissimulation. Caldwell a raison, elle cache quelque chose. Ou peut-être qu'elle a simplement énervé la mauvaise personne. Les murmures portent du poids. Chacun une couche supplémentaire de jugement pesant sur les épaules de Bryn. À l'intérieur, elle est assise seule. Un officier subalterne lui apporte un verre d'eau et le pose sur la table. Elle ne le boit pas, ne le regarde même pas. Ses mains restent à plat sur la table, mais maintenant elles agrippent le bord. Ses jointures sont blanches. L'amiral Cale passe lentement devant sa table. C'est pas délibéré. Il ne s'arrête pas, ne parle pas, mais en passant, il jette un coup d'œil à ses mains. Il voit la tension, la contrainte. Il s'arrête une demi-seconde, juste assez longtemps pour que le moment s'enregistre, puis continue. L'audience reprend. Les officiers rentrent, le bruit s'apaisant en un bourdonnement bas avant de tomber dans le silence. Caldwell retourne à son banc, énergisé maintenant. Sentant le sang dans l'eau, il se penche à nouveau en avant, un prédateur se rapprochant. « Parlons de votre dernier déploiement. Vous étiez attaché à une unité de tâche des Navy SEAL en tant que liaison. Est-ce correct? » « Oui, monsieur. Et pendant ce déploiement, vous prétendez avoir participé à des opérations d'action directe? » « Je ne prétends rien, monsieur. Mais vous avez été impliqué dans des engagements de combat. » La salle se penche en avant. Tous les yeux sont sur elle maintenant. « Oui, monsieur. » Le sourire narquois de Caldwell s'élargit. « Combien? » Bryn hésite. « Je n'ai pas un nombre exact. »« Monsieur, une estimation? » Elle ne répond pas. Caldwell se tourne vers le panel, sa voix dégoulinant de moquerie. « Allez, Marine. Vous êtes une opératrice de reconnaissance avancée. Vous avez sûrement tenu le compte? » Toujours rien. Il se tourne vers elle, posant les 2 mains sur sa table maintenant. Son visage à quelques centimètres du sien. C'est le problème.
Nous avons une marine qui prétend être une vétérane de combat, mais qui ne peut ou ne veut pas fournir de détails. Pas de rapport de mission, pas de vérification, juste le silence. Il se redresse, laissant le moment monter. Donc, permettez-moi de vous demander directement, sergent-chef Solas, puisque vous semblez penser que votre dossier parle de lui-même. Il fait une pause. La salle retient son souffle. Quel est votre nombre de tués? La question explose comme une détonation. La salle devient complètement silencieuse. Ce n'est pas une vraie question. C'est une provocation, un piège conçu pour humilier. Si elle répond, elle est arrogante. Si elle ne répond pas, elle est une fraude. Les officiers observent, certains avec pitié, d'autres avec anticipation. L'amiral Cale s'avance sur sa chaise, ses yeux verrouillés sur Bran. Elle ne tressaille pas, ne détourne pas le regard. Elle lève lentement la tête, rencontrant les yeux de Caldwell pour la première fois. Sa voix est calme, précise, clinique. Shanti 3. Si vous avez déjà vu quelqu'un tenir bon quand le monde entier était contre lui, laissez un commentaire ci-dessous. Et si vous voulez voir comment ce moment change tout, restez avec nous. La salle d'audience se fige. Le mot flotte dans l'air comme la fumée après un coup de feu. Daphne 3. Les officiers arrêtent de bouger, arrêtent de murmurer, arrêtent de respirer. Caldwell cligne des yeux, son expression passant d'une confiance smug à quelque chose de plus proche de la confusion. Sa bouche s'ouvre légèrement, puis se ferme. Il ne s'attendait pas à une réponse, certainement pas à celle-là. Quoi? Sa voix se brise juste assez pour qu'on le remarque. Bryn ne se répète pas. Elle n'en a pas besoin. Sa voix reste calme, stable, comme si elle récitait des coordonnées de grille. 73 tués confirmés, tous lors d'une unique opération conjointe classifiée. La salle bouge. Plusieurs officiers se redressent. Un colonel au 3e rang se penche en avant, son stylo figé à mi-course sur son bloc-notes. Une avocate du JAG arrête de feuilleter son dossier et fixe Bryn avec de grands yeux. Caldwell fait un pas en arrière, ses mains tombant de la table. Son visage pâle maintenant, la couleur se drainant de ses joues comme l'eau d'un verre fissuré. Il ouvre à nouveau la bouche, mais aucun mot n'en sort. Bryn remplit le silence avec 5 mots qui font exploser toute la salle. Nom de code Phantom Trident. L'effet est immédiat. L'amiral Cale se lève abruptement, sa chaise raclant bruyamment le sol, son dossier tombant de ses genoux, les papiers s'éparpillant au sol comme des éclats d'obus. Son visage est passé du calme à la pâleur en un battement de cœur. Arrêtez l'enregistrement? Sa voix tranche la pièce comme une lame. Maintenant, un officier subalterne se précipite vers les caméras. Tripotant les interrupteurs, les lumières rouges s'éteignent une par une, plongeant la pièce dans un silence différent. Celui-ci est plus lourd, plus sombre, le genre de silence qui précède quelque chose qui se brise. Cale descend l'allée entre les rangs d'officiers, ses bottes pesantes sur le sol. Évacuer la salle, tout le monde dehors, sauf le personnel de commandement. Caldwell se tourne vers lui, son visage tordu de confusion et de colère. « Amiral, je mène une audience ici, et j'ai tout le droit de… » Cale l'interrompt au milieu de sa phrase. Sa voix basse et contrôlée, mais tremblante d'une fureur à peine contenue. « Général, asseyez-vous et fermez-la. » La salle explose. Les officiers échangent des regards choqués. Les murmures se répandent comme un feu de forêt. 2 avocats du JAG se lèvent rapidement, rassemblant leurs papiers avec des mains tremblantes. Un capitaine des Marines hésite près de la porte, incertain s'il doit partir ou rester. Cale pointe la sortie. « Dehors, maintenant !» La porte s'ouvre et se ferme plusieurs fois, tandis que les officiers sortent en silence stupéfait. Certains jettent un regard en arrière à Bryn en partant. Leurs expressions un mélange de confusion et de réalisation naissante. En 2 minutes, la salle est vide. Seules 8 personnes restent. Caldwell toujours debout près de l'avant, paraissant plus petit maintenant sans son public. Cale debout dans l'allée centrale comme un pilier de pierre. Bryn toujours assise à la table, mains à plat, respiration lente et contrôlée. 5 autres officiers généraux, tous avec assez de grade pour savoir que ce qui va se passer dépasse leur niveau d'habilitation, mais trop important pour l'ignorer. Cale marche au centre de la pièce. Sa voix tombe à un ton qui semble plus dangereux que n'importe quel cri. Et qu'est-ce que quelqu'un ici, à part moi, a une habilitation cosmique top secret? Silence. Pas une main ne bouge, pas une voix ne parle. Cale hoche lentement la tête. Alors, ce que je vais dire reste dans cette pièce pour toujours. Il se tourne vers Bryn et,
pour la première fois depuis le début de l'audience. Son expression s'adoucit légèrement, juste assez pour suggérer du respect. Phantom Trident était une opération de frappe maritime, Black Book, menée dans les eaux internationales au large des îles Spratly en août 2023. Il commence à faire les 100 pas, les mains jointes derrière le dos, sa voix stable, mais chargée de gravité. Elle n'était pas sanctionnée par le département de la Défense, non reconnue par le département d'État, et classifiée à un niveau qui n'existe pas officiellement. Caldwell ouvre la bouche pour parler, mais Cale le fait taire d'une seule main levée. « Vous n'avez pas le droit de parler maintenant, général. Vous en avez assez fait. » Les mots tombent comme une gifle. Le visage de Caldwell rougit, mais il ne dit rien. Cale continue, sa voix gagnant en élan maintenant, remplissant la pièce d'une histoire qui n'a jamais été racontée en public et ne le sera jamais plus. À l'été 2023, le renseignement naval a intercepté des communications indiquant une attaque coordonnée sur le groupe de frappe du porte-avions USS Ronald Reagan. La menace était imminente. 36 heures maximum. Il arrête de faire les 100 pas et se tourne vers les officiers restants. L'ennemi avait positionné un vaisseau de commandement déguisé en chalutier de pêche dans les eaux internationales. De ce vaisseau, il coordonnait les mouvements de sous-marins, les systèmes de guidage de missiles et les opérations de guerre électronique, ciblant non pas un, mais 3 groupes de porte-avions. Un contre-amiral assis au fond inspire Sharply. Cale ne le remarque pas. Il continue. « Nous ne pouvions pas le frapper officiellement. Cela aurait été un acte de guerre. Nous ne pouvions pas attendre la diplomatie. 4000 marins auraient été morts en 2 jours. » Il marche plus près du banc de Caldwell, ses bottes résonnant dans la pièce silencieuse. « Alors, nous avons envoyé des fantômes. » Il se tourne vers Breen. Et maintenant, sa voix porte quelque chose de différent. Non seulement du respect, de la révérence. Le sergent-chef Solas était intégré à l'équipe SEAL 6 en tant que principal spécialiste en effraction et en combat rapproché. Elle a été choisie parce qu'elle avait passé 18 mois à s'entraîner avec les forces spéciales israéliennes en tactique d'abordage urbain sur navire. Personne d'autre n'avait ces compétences. Personne d'autre ne pouvait faire ce qui devait être fait. Caldwell fixe Breen maintenant, la voyant vraiment pour la première fois. Son expression est indéchiffrable, quelque part entre l'incrédulité et l'horreur. Cale ne s'arrête pas. L'insertion a été menée de nuit dans des houles de 3, 7 mètres depuis un sous-marin. Pas de soutien aérien, pas de renfort, pas de plan d'extraction si ça tournait mal. Il fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Ils ont abordé ce vaisseau à 03h00. L'engagement a duré 72 minutes. Le sergent-chef Solas était la seule opératrice au déclencheur. Se déplaçant dans un centre de commandement hostile rempli de combattants ennemis, 73 tués confirmés, chacun d'eux nécessaire pour neutraliser la menace. À 04h30, le réseau de commandement était détruit. Les groupes de porte-avions étaient en sécurité et Phantom Trident a été effacé de l'existence. Cale ramasse le dossier de Breen sur le banc de Caldwell. Le tenant comme une preuve dans un procès, chaque opérateur impliqué a été débriefé sous menace de cour martiale. Leur service a été expurgé, leurs médailles ont été classées sous de fausses citations, leurs rapports de mission ont été brûlés. Il laisse tomber le dossier sur la table devant Caldwell avec un bruit sourd. Le sergent-chef Solas a sauvé 4000 vies américaines et empêché la Troisième Guerre mondiale, et elle a été légalement interdite d'en parler depuis. Caldwell essaie de parler. Sa voix est faible, défensive. « Je ne savais pas... » Cale s'approche plus près, le dominant maintenant. « Vous ne saviez pas parce que vous vous en fichiez. Vous avez vu une jeune marine qui ne pliait pas, et vous avez décidé de la briser. » Sa voix se durcit comme de l'acier. Son dossier est incohérent parce qu'il a été nettoyé. Ses rapports de mission n'existent pas parce qu'ils ont été brûlés. Elle ne parle pas de son service parce qu'elle protège les secrets de cette nation pendant que vous protégez votre ego. Le silence qui suit est absolu. Personne ne bouge. Personne ne respire. Caldwell n'a rien à dire. Son autorité, sa confiance, toute sa présence s'est effondrée sur elle-même comme une étoile mourante. Cale se détourne de lui, faisant maintenant face à Breen, sergent-chef Solas. Elle se lève immédiatement, ses mouvements nets et précis. « Oui, monsieur, vous êtes libéré. Toutes les charges abandonnées. Vous serez réaffecté au commandement stratégique sous mon autorité directe. » Avec effet immédiat. « Oui, monsieur. » Elle salue d'un geste vif et propre.
Cale lui rend l'appareil avec un respect égal. Bryn se tourne vers la porte et alors quelque chose d'extraordinaire se produit. Chaque officier dans la pièce, sauf Caldwell, se lève. Pas parce que le protocole l'exige, pas parce que le grade l'impose. Ils se lèvent parce que le respect l'ordonne. Le genre de respect qui transcende la paperasse et les politiques, le genre gagné dans le sang et le silence. Bryn marche vers la sortie, ses pas résonnant dans l'espace creux. Alors qu'elle atteint la porte, Cale parle à nouveau, sa voix plus douce maintenant. Soulless. Elle s'arrête, se tourne légèrement. Pour ce que ça vaut, merci. Elle hoche la tête une fois, un simple inclinaison qui porte plus de poids que n'importe quel discours. Puis elle ouvre la porte et sort. La porte se ferme derrière elle avec un clic doux et la salle expire collectivement. Caldwell reste debout près du banc, fixant la chaise vide où elle était assise. Ses mains tremblent, son visage est pâle, ses lèvres bougent, mais aucun son n'en sort. Cale rassemble ses papiers lentement, méthodiquement, ses mouvements délibérés. Il ne regarde pas Caldwell, ne lui parle pas. Il passe simplement devant lui vers la porte, s'arrêtant seulement pour délivrer une déclaration finale. Cette audience est terminée. Le procès-verbal reflètera que toutes les charges ont été abandonnées en raison d'informations classifiées qui ne pouvaient pas être divulguées dans ce forum. Vous ne parlerez pas de ce qui a été dit ici, vous ne poursuivrez pas cette affaire plus loin, et si j'entends jamais que vous avez tenté de vous venger contre le sergent-chef Solas de quelque manière que ce soit, je m'assurerai personnellement que votre carrière se termine dans la disgrâce. Suis-je clair? Caldwell ne répond pas, il hoche simplement la tête à peine, comme une marionnette dont les fils ont été coupés. Cale sort, laissant Caldwell seul dans la salle d'audience vide. Les caméras sont éteintes. Les officiers sont partis. La pièce semble plus grande maintenant, plus froide, comme un tombeau. Caldwell s'effondre dans sa chaise, la tête dans les mains. Dehors! Dans le couloir, Bryn marche seule. Ses pas résonnent contre les sols polis. Elle ne regarde pas en arrière. À travers la vitre de la salle d'audience, Caldwell est visible, toujours assis, toujours brisé. L'homme qui exigeait son humiliation est maintenant assis dans les ruines de sa propre autorité. Si vous avez déjà vu l'arrogance de quelqu'un s'effondrer en temps réel, partagez votre histoire ci-dessous. Et si vous voulez voir ce qui arrive à Bryn ensuite, restez à l'écoute. Le couloir est long et vide. Les bottes de Bryn résonnent contre les sols polis. Chaque pas délibéré et stable. Les murs sont bordés de photographies encadrées de l'histoire navale. Bataille gagnée, navires commissionnés, amiraux décorés. Elle ne les regarde pas. Ses yeux restent fixés devant elle. Sa posture droite, sa respiration contrôlée. Derrière elle, à travers la vitre de la salle d'audience, Caldwell est toujours visible. Il est assis seul au centre de la pièce, voûté, fixant la table où elle était assise quelques instants plus tôt. Ses mains sont pressées contre ses tempes. Ses épaules tremblent légèrement. L'homme qui commandait la pièce avec une autorité absolue paraît maintenant petit, fragile. Comme quelque chose qui n'était jamais destiné à porter du poids, Bryn pousse les doubles portes au bout du couloir et sort à l'air libre. La lumière du soleil est dure après le froid fluorescent de la salle d'audience. Elle s'arrête un moment, laissant ses yeux s'ajuster, laissant son corps se rappeler ce que ça fait de se tenir dans le monde sans que le jugement ne pèse sur elle de tous côtés. Une brise traverse les arbres bordant le périmètre de la base. L'air sent le sel et l'herbe coupée. Elle inspire profondément, retient, puis expire lentement. Ses mains, qui ont été tendues pendant des heures, se détendent enfin à ses côtés. Une berline noire est garée au bord du trottoir. L'amiral Cale s'appuie contre elle. Les bras croisés, la regardant approcher, il ne parle pas immédiatement, se contentant de hocher la tête une fois. Un geste de reconnaissance qui n'emporte aucune attente. Bryn s'arrête à quelques pas. « Merci, monsieur. » Cale secoue légèrement la tête. « Vous ne me devez pas de remerciements. Vous n'auriez jamais dû être dans cette pièce en premier lieu. » Il ouvre la porte arrière de la berline. « Montez. Nous avons du travail ?» Elle monte sur la banquette arrière, sans hésiter. Cale glisse sur le siège passager avant et le chauffeur s'éloigne doucement du trottoir, laissant la base navale de Norfolk derrière eux. Le trajet est silencieux. Bryn regarde le paysage défiler à travers les vitres teintées, centres commerciaux, station service, lotissements qui se ressemblent tous. La vie normale, intouchée par le poids des missions classifiées et des dossiers de service expurgés, Cale ne se retourne pas,
Ne lui pose pas de questions, il laisse simplement le silence exister, comprenant que certains moments requièrent de l'espace plutôt que de la conversation. Après 20 minutes, la berline tourne dans une rue bordée d'arbres et s'arrête devant l'entrée principale d'un bâtiment que Bren reconnaît immédiatement. Le Pentagone. Cale jette un coup d'œil en arrière vers elle. Prête. Elle hoche la tête. Oui, monsieur. Ils passent la sécurité ensemble, dépassant les postes de contrôle et les scanners d'identification. Traversant des couloirs remplis de personnel se déplaçant avec détermination, les officiers saluent Cale au passage. Il rend chaque salut sans rompre sa foulée. Brin suit un demi-pas derrière, sa présence notée mais non questionnée. Ils prennent un ascenseur descendant de 2 niveaux, les portes s'ouvrant sur un couloir marqué de signes d'accès restreints. Cale passe sa carte sur une porte renforcée et elle s'ouvre avec un clic. À l'intérieur se trouve une salle de conférence élégante et moderne, avec une longue table polie et des écrans montés au mur affichant des flux de données classifiés. Une douzaine de personnes sont déjà assises autour de la table. Officiers supérieurs, analystes du renseignement civil, une femme en tailleur sombre avec un badge du DOD. Ils lèvent les yeux quand Cale et Brin entrent. Personne ne se lève. Personne ne salue. Ce n'est pas ce genre de pièce. Cale prend place au bout de la table et désigne la chaise à côté de lui. Brin s'assoit, ses mouvements contrôlés, son expression neutre. Cale se penche en avant, s'adressant à la pièce. Tout le monde ici a été briefé sur Phantom Trident. Le sergent-chef Solas rejoindra notre force opérationnelle conjointe avec effet immédiat. Son expertise en évaluation des menaces maritimes et en opérations de combat rapprochées en fait un atout inestimable pour cette équipe. Un homme dans la quarantaine, chauve avec des yeux perçants et l'insigne d'un commandant de la Navy, prend la parole, avec respect, Amiral. Son historique opérationnel est limité au terrain. Le commandement stratégique requiert un ensemble de compétences différents. Cale ne cille pas. Son historique opérationnel inclut l'exécution réussie de la mission de frappe la plus classifiée de la guerre navale moderne. Si elle peut neutraliser un réseau de commandement ennemi en 72 minutes dans des conditions hostiles, je suis confiant qu'elle peut gérer des évaluations de menaces depuis un bureau. La pièce tombe dans le silence. Le commandant hoche lentement la tête, concédant le point sans argument supplémentaire. Cale continue. Notre focus actuel est d'identifier et de perturber les menaces émergentes contre les groupes de frappe de porte-avions opérant dans des eaux contestées. Nous avons des renseignements suggérant des efforts coordonnés pour répliquer les tactiques utilisées en 2023. L'expérience de première main du sergent-chef Solas avec ces tactiques la rend uniquement qualifiée pour les anticiper et les contrer. Il tape sur un écran intégré à la table et une carte apparaît sur l'affichage mural, montrant des zones maritimes marquées en rouge. Brin étudie la carte, ses yeux se déplaçant rapidement sur les coordonnées et les marqueurs de menace. Elle ne parle pas encore, se contentant d'écouter, d'absorber, de traiter. Une femme aux cheveux striés de gris et avec un badge de la CIA se penche en avant. « Quelle est votre évaluation, sergent-chef » Brin n'hésite pas. Les patterns sont cohérents avec une reconnaissance préopérationnelle. Il teste les temps de réponse, cartographie les routes de patrouille, cherche des lacunes dans la couverture. S'il planifie une autre frappe, cela se produira dans les 6 prochaines semaines. La femme hausse un sourcil. C'est une fenêtre étroite. À quel point êtes-vous confiante? Brin rencontre son regard uniformément. Très confiante. Les tactiques n'ont pas changé, seulement l'emplacement. La femme hoche la tête, notant sur sa tablette. Cale s'autorise un petit sourire. Bienvenue dans l'équipe, Solas. Le briefing continue pendant 1 heure supplémentaire. Brin contribue où nécessaire. Ses insights sont aiguisés et précis, sa livraison calme et professionnelle. Elle n'explique pas trop, ne justifie pas. Elle énonce simplement les faits et les laisse tenir sur leur propre mérite. Au moment où la réunion se termine, le scepticisme initial dans la pièce s'est évaporé, les officiers rassemblent leurs matériaux et partent en petits groupes. Plusieurs s'arrêtent pour se présenter à Brin, lui serrer la main, reconnaître sa présence non comme une curiosité, mais comme une collègue. Elle accepte chaque geste avec une grâce tranquille. Sa réponse est polie mais minimale. Quand la pièce se vide enfin, Cale reste assis, Brin se tient près de la porte. Attendant, Cale lève les yeux vers elle. Son expression pensive. Vous auriez pu lui dire, vous savez,
faire taire Caldwell dans les 5 premières minutes. Vous épargnez l'humiliation. Bryn secoue légèrement la tête. J'avais reçu l'ordre de ne discuter de Phantom Trident sous aucune circonstance. Cale s'adosse à sa chaise, même pour vous sauver. Elle rencontre ses yeux, surtout alors, une longue pause. Cale étudie son visage, cherchant quelque chose, de la fierté peut-être, ou de la colère. Il ne trouve ni l'une ni l'autre, juste une résolution calme. Ce genre de discipline est rare, dit-il doucement. Ne la perdez pas? Une semaine plus tard, Bryn entre dans la même salle de briefing du Pentagone. Cette fois, elle n'est pas une invitée. Elle fait partie de l'équipe. À l'intérieur, la douzaine d'analystes et d'officiers de la réunion précédente sont déjà assis. Des cartes sont affichées sur les écrans. Des rapports de renseignement sont étalés sur la table. Alors que Bryn entre, il se lève, pas par protocole, pas par obligation. Il se lève parce qu'ils ont vu son travail, ils ont lu ses évaluations, ils l'ont vu décoder des patterns de menaces que d'autres ont manqués. Il se lève parce qu'elle l'a gagné. Bryn prend sa place à la table, ouvre son ordinateur portable et se met au travail. La pièce s'installe dans un silence concentré. Les écrans clignotent avec des données. Les claviers cliquent doucement. Quelqu'un pose une question sur les mouvements de sous-marins près du détroit de Malacca. Bryn affiche un flux satellite et les guide à travers l'analyse, sa voix stable et claire. Un autre analyste demande sur les signatures de guerre électronique. Bryn croise les renseignements de signaux et identifie un pattern qui correspond à des tactiques hostiles connues. La conversation coule naturellement maintenant. Ses contributions intégrées de manière fluide au rythme de l'équipe. Personne ne questionne son expertise. Personne ne doute de sa place à la table. L'amiral Cale entre au milieu de la session. Observant depuis le fond de la pièce, il n'interrompt pas, se contentant de regarder. Bryn lève brièvement les yeux, le reconnaît d'un léger hochement de tête, puis retourne son attention à l'écran devant elle. Cale s'autorise un rare sourire. C'est ici qu'elle appartient, pas dans une salle d'audience à se défendre contre des accusations infondées, pas assise en silence pendant que quelqu'un essaie de la briser, ici, à faire le travail qui sauve des vies. Le travail que la plupart des gens ne connaîtront jamais, le travail qui la définit plus que n'importe quelle médaille ou commendation ne le pourrait jamais. Alors que le briefing se conclut, les officiers rassemblent leurs matériaux et partent en petits groupes. Bryn reste assise, tapant des notes sur son ordinateur portable. Cale s'approche, se tenant à côté de sa chaise. « Vous vous installez bien. » Elle lève les yeux, son expression calme. « Oui, monsieur, bien. » Il fait une pause, puis ajoute. « Pour ce que ça vaut, Caldwell a démissionné la semaine dernière, a soumis ses papiers de retraite et est parti sans déclaration. » L'expression de Bryn ne change pas. Elle hoche simplement la tête une fois, puis retourne son attention à son écran. Cale la regarde un moment de plus, puis se tourne et part. La porte se ferme doucement derrière lui. Bryn est assise seule dans la salle de briefing vide, la lueur de son ordinateur portable illuminant son visage. Ses mains se déplacent sur le clavier avec une précision exercée. Dehors, le Pentagone continue son rythme incessant de réunions, de briefings et de décisions qui façonnent le monde. À l'intérieur de cette pièce, une femme travaille tranquillement, son passé expurgé, son service invisible, son sacrifice connu seulement d'une poignée de personnes qui n'en parleront jamais. Les caméras dans les coins clignotent en rouge, n'enregistrant rien. Les rapports de mission resteront classifiés, la vérité restera enterrée. Mais le travail continue, et cela, plus que n'importe quelle reconnaissance ou excuse, est suffisant. Les gens qui nous protègent le plus sont souvent ceux que nous ne voyons jamais. Les missions qui sauvent des vies sont celles qui ne font jamais les nouvelles. Et parfois, la voix la plus silencieuse dans la pièce est celle qui a tout changé. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un dont le sacrifice est passé inaperçu, honorez-le dans les commentaires ci-dessous. Et si vous croyez que la vraie force n'a pas besoin d'être bruyante, envisagez de vous abonner, car les histoires les plus puissantes sont celles qui restent avec vous, longtemps après elles. This guy came. He doesn't do much though. He has some pretty average trades. I mean, I guess if I had some buckets, if I had some cows. I don't have cows. Maybe that's a first little adventure we go on then. There's cows around. So yeah, we developed that. There's some big developments happening at the village, but I'll show you that
when we get to that. First things first, merchant is thirsty. He desires milk. I don't know if you have to feed cows for them to be milkable. I'm sure they're pretty game. Don't mind if I take some bones. My personal goal for today that I would absolutely love to achieve is getting more cats, getting more dogs. I always run into dogs when I don't have any bones. That's not conducive to collecting all the dogs. There's a bunch of them, so trouble ahead there. Now, I swear I had some brown cows around back. Yeah, they'll be around. We'll run into them. All in good time. God, I've been sprinting so much. I hunger. I also grabbed a bunch of stuff from the old base. There's still some stuff from the old base that I need to grab, which I'll do shortly. Who are we running into? Oh, my beautiful new village. I mean, not new. It's improved. Old and improved village. Oh, you're gonna love what we've done. The infrastructure. The logistics of it all, Sanguine. How are you going? You're not cows, you're pigs. You weird, hairy, brown pigs. Oh, you're a cow. Hello, Super. Hello, hello. How is everyone going? Yum. Everyone's... Oh, shit. I'm so sorry. That was my bad, homie. Thank you for your milk. Thank you for your milk regardless. We sure are back. It's not too surprising. I've made a promise. A pinky promise to get all the advancements. I can't leave you in the lurch. Let me just get my wheat real quick. I'm teasing it. Oh my goodness. When you see what I've achieved in this village, you're gonna lose your mind. Super in particular. You might even be noticing a slight change now. Think about the sounds you're hearing. Think about how easily I'm navigating some of these hills. Think about how there's just some dirt blocks hanging around. Are you getting it? Do you know? Don't make me say it. Oh, my beautiful wheat. Oh. If Bongus isn't there, I scream. Ah, well, the problem is, in Twitch chat, no one can hear you scream, so... Go crazy, go wild. See if I care. Bongus is around. Bongus has not ceased to exist. Bongus is living a life of perpetual sorting. Though I'm pretty sure he is out of stuff to sort now. He just looks at chests and longs for a job. But he's in our past, and we're now in the future. Oh, congratulations on your streak. 3 streams in a row. Not a bad size. Does this mean Twitch is alerting people when I stream again? That'd be pleasant. Since I am very bad at self promotion. Anyone in chat who's good at TikTok and can like turn this stuff into